Bonsoir à tous et bienvenue sur TV78 pour un nouveau rendez-vous du 7-8 Société. Et ce soir, nous parlons de la grève dans les écoles. 75% des grévistes et une école sur deux fermée ce jeudi 13 janvier. Ce sont les chiffres annoncés par les syndicats enseignants. Des associations de parents d'élèves appellent les parents à ne pas envoyer leurs enfants à l'école. Après une semaine et demie de reprise des cours, la situation sanitaire se tend à l'école et un appel à la grève a été lancé. Alors, quelles sont les raisons de cette colère? On en parle avec nos invités. Bertrand Mesure, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le co-secrétaire du SNU-IPP FSU 78, un syndicat de professeurs des écoles. Cécile Ribéretel, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la présidente de la PEP Conflans-Sainte-Honorine, association de parents d'élèves. Et Muriel Beaufils, bonsoir. Bonsoir, Mélanie. Vous êtes administratrice de la FCPE, une association de parents d'élèves là aussi. Alors, dans l'Académie de Versailles, au 6 janvier, le rectorat dénombrait 1801 classes fermées, près de 7000 cas positifs chez les élèves, près de 500 au sein du personnel. Bertrand Mesure, c'est des chiffres qui expliquent une situation compliquée? Oui, elle est plus que compliquée. Elle est au-delà de tout contrôle et ça fait maintenant à peu près 4 à 5 semaines que nos collègues n'ont pas pu exercer leur mission d'enseignement correctement auprès des élèves dont ils ont la charge. Les entrées et les sorties des uns et des autres, les protocoles tous plus inapplicables les uns que les autres, malmènent le système éducatif et nos collègues sont vraiment au bout du rouleau. La totalité des syndicats enseignants appellent à la grève. C'est inédit. C'est inédit, mais je crois que c'est à la mesure de l'exaspération de nos collègues qui n'arrivent plus à accepter que le ministre de l'Éducation nationale continue à faire comme si la réalité n'était pas quelque chose dont il devait tenir compte. Il s'en affranchit en permanence. Il met en place des protocoles inapplicables. Il malmène à la fois les personnels, les parents et les enfants. Et trop, c'est trop. Et tout le monde n'en peut plus. Oui, ce protocole sanitaire, il a été annoncé donc par le ministre de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports. Il a été après allégé par le Premier ministre le 10 janvier dernier. Muriel Beaufils, la FCPE soutient le mouvement des professeurs. C'est le syndicat, c'est l'association de parents d'élèves qui demande à ce que les parents ne déposent pas les enfants dans les établissements ce jeudi. Tout à fait, absolument, c'est ça. Nous vivons, je confirme les propos de Monsieur Mesure, nous vivons une situation inédite et inacceptable qui est maintenant incontrôlable. Depuis Noël, 3 protocoles sanitaires ont été mis en place. Donc avant Noël, l'enfant pouvait revenir avec un test négatif ou un PCR qui devait être montré. À la rentrée, il fallait qu'il fasse un test PCR au jour 0, donc, ou un test antigénique qui devait être montré, puis 2 autres tests, et puis aujourd'hui, 3 autotests suffisent avec l'attestation sur honneur des parents, et les autotests sont toujours donnés gratuitement et l'enfant ne sera plus en contact pendant 7 jours. Donc, il y a du mieux, mais il y a encore des choses à faire et donc c'est très important qu'on manifeste. Le mouvement est aussi soutenu par la PEP de Conflans-Sainte-Honorine, Madame Ribet. Oui, nous partageons l'ensemble des constats. Clairement, il suffit d'avoir des enfants scolarisés pour voir quel est l'embarras, et c'est un mot bien faible sur le terrain, et la désorganisation totale par le fait que subissent les différents acteurs du terrain. Donc, on a eu beau avoir des protocoles allégés, il y a encore beaucoup de choses qui ne fonctionnent pas. Il n'y a pas d'autotest dans les pharmacies, il n'y a pas de formulaire pour se rendre dans les pharmacies et obtenir ces fameux autotests gratuits. J'ai une adhérente qui m'a encore dit ce matin, j'ai dû payer les autotests. Donc on a une désorganisation totale avec évidemment en plus cette succession de protocoles qui nécessite un temps d'adaptation à chaque fois et de transmission aux familles. Donc on ne peut que constater effectivement l'état des lieux et partager les constats qui sont faits sur le terrain. Bertrand Mesure, dans un communiqué, le SNU-IPP 78 parle de maltraitance de la part du ministre envers les personnels et les élèves. C'est ces évolutions de protocole, c'est le fait de ne pas fermer les écoles comme certains peuvent le demander.
C'est tout simplement le fait de ne pas prendre en compte la réalité, c'est-à-dire que la réalité est extrêmement complexe, elle est d'une certaine façon tout à fait inédite, et ce qu'on aurait aimé, c'est avoir un ministre qui la prenne en compte pour ce qu'elle est. Je vais vous donner un exemple. Quelle est la préoccupation de notre ministre en ce moment? C'est d'animer un colloque sur le wokisme à la Sorbonne, et d'autre part, c'est de faire en sorte que les évaluations de CP se déroulent au mois de janvier. Qui peut croire que les évaluations de CP vont se dérouler dans de bonnes conditions, sachant que, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, on en est à une 5e semaine de travail tout à fait en pointillé, et vouloir à tout prix que les évaluations se passent maintenant, c'est maltraiter les professeurs qui savent très bien qu'ils n'ont pas pu faire tout ce qu'ils auraient dû faire à cette époque de l'année, et c'est maltraiter les enfants qui eux-mêmes n'ont pas pu avoir l'enseignement auquel ils ont droit. Et si c'est simplement pour faire un constat d'échec ou pour pointer que certains enfants sont absents, on n'a pas besoin de faire des évaluations de CP. Voilà, tout ça, c'est de la maltraitance caractérisée. C'est ce à quoi s'applique notre ministre depuis des années, c'est-à-dire plutôt que de prendre en compte les choses telles qu'elles sont, il fait en sorte que la réalité devienne ce qu'il pense. Mais ça n'est pas comme ça que ça fonctionne. Je vais vous donner un autre exemple. Ça fait depuis le début que nous demandons à ce qu'il y ait des tests, des appareils pour mesurer le taux de CO2, qui est la seule façon de savoir si l'aération est satisfaisante dans les locaux scolaires. Pour vous donner un ordre d'idée, il y a à peu près 1000 écoles dans les Yvelines. Ça fait 200 € par appareil, ça fait 200 000 € pour les Yvelines, sachant que notre ministre a rendu 75 millions à son budget au mois de décembre et 200 millions l'année précédente. Donc, si vraiment il voulait se soucier de faire en sorte que les choses fonctionnent bien dans les écoles, il serait au plus près de ce dont les écoles, les enfants et les parents ont besoin, et absolument pas de ce qui sont ses préoccupations et de son calendrier qui, comme tout le monde, doit prendre en compte la réalité. Mais ce n'est pas la façon dont fonctionne notre ministre, et c'est en cela qu'il est particulièrement maltraitant pour l'ensemble de la communauté éducative. Cécile Ribéretel, ça fait aussi partie des demandes de la PEP, ce genre de matériel, peut-être aussi des masques FFP2 ou plus de masques chirurgicaux pour le personnel? Alors, moi, effectivement, en tant que représentante de parents d'élèves, je ne m'exprimerai pas pour ce que souhaitent les enseignants, mais pour autant, en tant que parents, nous, on a envie que nos enseignants puissent enseigner de façon suivie et en toute sécurité à nos enfants. Donc, effectivement, on a bien les limites de la communication ministérielle qui vient vraiment au bout, puisqu'on ne peut que constater que les moyens de protection individuelle et collective ne sont pas mis en place ces derniers mois. Pourquoi effectivement, alors que les recherches scientifiques nous ont amené tout au long de ces derniers mois à prouver que la contamination se faisait par aérosolisation, c'est-à-dire par transmission dans l'air. Pourquoi effectivement on n'appuie pas les moyens de protection sur l'ensemble de cette caractéristique, à savoir effectivement des capteurs de CO2 dans les classes. En ce qui nous concerne, nous à Conflans-Sainte-Honorine, on en a fait la demande pour les écoles primaires à Monsieur le maire, puisqu'effectivement c'est de la compétence des communes, des conseils départementaux pour les collèges ou des conseils régionaux pour les lycées, parce qu'il faut aussi parler du secondaire. Et donc, clairement, les moyens ne sont pas compris à la hauteur de l'urgence qu'il y a dans les classes. Donc, on n'a toujours rien, sachant, moi, par ailleurs, je déplore quand même que la législation de ventilation, enfin de diagnostic de ventilation ne soit pas mise en œuvre. On a une législation qui date de 2018. Depuis 2018, les collectivités locales auraient dû faire des diagnostics de qualité de l'air. Vous pouvez aller chercher des informations sur le site du ministère de la Transition écologique. Donc, on a quand même un retard qui s'est
s'est accumulé et on le paye un petit peu aujourd'hui. Moi, je me demande où en est le quoi qu'il en coûte. On nous a parlé pendant des mois du quoi qu'il en coûte pour les entreprises, ce qui est très bien évidemment, mais où est le quoi qu'il en coûte pour l'éducation nationale et pour nos enfants, alors qu'on n'a pas de moyens et de mise en œuvre par les collectivités locales de ces moyens de contrôle. On n'a pas non plus de moyens de remplacement. On voit bien que les classes aujourd'hui sont fermées parce qu'il n'y a pas de remplaçant. Et là aussi, je réitère ce que je disais, où est la limite, enfin, on voit bien la limite de la communication ministérielle. On nous parle, à chaque fois que j'entends les communications dans la presse, je ne peux que me dire, mais où vit monsieur le ministre? On ne vit pas dans le même pays, c'est pas possible. Là, on arrive vraiment à un point d'incompréhension totale par les familles de ce qui se passe au niveau de l'institution. Muriel Beaufils, c'est un sentiment partagé par la FCPE. Je sais que notamment au niveau national, la FCPE demandait aussi des tests salivaires en milieu scolaire qui seraient moins invasifs que les tests PCR, les antigéniques, dont vous avez rappelé le protocole qui a été allégé par le Premier ministre le 10 janvier dernier. Tout à fait, on partage ces réclamations des masques gratuits parce que ces masques ont un coût. Pour les parents, c'est des problématiques aussi que les parents ont. Donc, les tests salivaires, comme vous avez dit, dans les écoles, des capteurs de CO2 qui ne dépendent plus des collectivités pour éviter les inégalités territoriales, une continuité pédagogique réelle et pas simplement une continuité par élève, une prise en compte des réels apprentissages lors des examens, une prise en compte du mal-être des enfants qui souffrent depuis 2 ans, tous confondus, quel que soit l'âge, du plus petit aux lycéens, aux étudiants, ça on le sait, et puis un recrutement surtout massif d'enseignants et de personnel pour combler les absences qui sont toujours présentes et les remplacements ne sont pas au rendez-vous. Justement, les collectivités ont été mentionnées plusieurs fois. Des élus mettent depuis quelques jours aussi en avant leurs inquiétudes. Dans notre journal d'hier, le mardi 11 janvier, le maire de Villepreux, Jean-Baptiste Amonique, disait se questionner sur le jusqu'au boutisme de l'ouverture des écoles. Bertrand Mesure, les murs des écoles élémentaires sont gérés par les mairies. Vous pouvez échanger avec eux? Alors écoutez, c'est toujours la même question. J'écoutais Madame tout à l'heure parler de la compétence des mairies, mais il y a aussi la compétence de l'employeur. L'employeur a une obligation de moyens et de résultats dans la protection de ses salariés, et en l'occurrence, Monsieur Blanquer n'a rien fait pour les protéger efficacement. On a eu la pantalonnade du début de pandémie où tous les ministres nous affirmaient que le masque ne servait à rien. Cela fait depuis 2 ans que nous réclamons des masques chirurgicaux dans les écoles parce que c'est le seul moyen d'être effectivement bien le mieux protégé possible. On va finalement les obtenir, mais au bout d'une situation qui est devenue cataclysmique. Il en est de même, Madame évoquait tout à l'heure les diagnostics qualité de l'air intérieur. Ils ont été faits dans tous les établissements, que ce soit ceux du second degré comme ceux du premier degré. C'est la croix et la bannière pour obtenir les synthèses de ces diagnostics. Et d'autre part, il n'a absolument rien été fait pour améliorer la qualité de l'air intérieur. Ça aurait été pourtant un moyen de prévention extrêmement efficace dans la situation où nous sommes actuellement. Mais là, une fois de plus, le sous-investissement chronique dans l'éducation, comme d'ailleurs dans la santé, produit les effets que l'on a vus. Et on ne peut pas à la fois chérir les causes dont on regrette les effets. C'est ce que fait en permanence notre ministre et ce gouvernement. Il y a un sous-investissement chronique qu'on peut évaluer à 1% de produit intérieur brut, ce qui fait quand même 20 milliards d'euros par an. Et ce sous-investissement, que ce soit dans le bâti scolaire, que ce soit dans la qualité de l'air intérieur, que ce soit dans les espaces de vie des enfants, et puis plus généralement, je dirais, dans l'hygiène au sein des établissements, parce que l'hygiène est quelque chose qui a toujours été mis de côté dans les écoles et les établissements. Et donc, on s'est retrouvé dans des situations, et on se retrouve dans des situations où faire passer une classe au nettoyage des mains, ça prend un temps infini parce qu'il n'y a pas assez de robinets, etc., etc. Donc, tous ces éléments font que on est dans une situation qui
n'aurait pas certainement été entièrement compensé par ces éléments-là, mais qui au moins manifesterait de l'intérêt qu'aurait pris ce gouvernement pour améliorer la situation des établissements scolaires. Ça n'est pas le cas et on se retrouve dans une situation très difficile. J'ajouterais sur les tests qu'avant les vacances de Noël, la plupart des tests qui ont été réalisés aux écoles ont donné lieu à des résultats soit très partiels, soit beaucoup trop en retard pour servir à quelque chose, soit parfois par l'absence de résultats, c'est-à-dire que même après 10-15 jours, les parents n'avaient pas eu de résultats. Le système n'est pas calibré pour la situation que nous avons actuellement, mais notre ministre n'a rien fait pour essayer d'accompagner au mieux cette situation. Et c'est pour ça qu'on est actuellement dans un cadre qui est très dommageable pour les enfants. Nous sommes pour l'ouverture des écoles et des établissements scolaires, mais encore faut-il qu'il y ait les moyens pour faciliter cette ouverture. Oui, justement, ça a été évoqué. On a beaucoup parlé de l'impact sanitaire. Je vais rester avec vous, Monsieur Mesure, parce que j'imagine que vous craignez peut-être aussi un retard pédagogique pour les élèves entre leurs absences, celles des professeurs qui sont positifs ou cas contact. Ça va faire 2 ans que la crise dure. Vous parlez des évaluations de CP. La continuité pédagogique souffre aussi en ce moment. Alors, écoutez, les enfants sont assez fortement concernés par tous ces éléments-là. Il y a des enfants dont le psychisme a souffert au travers des différents éléments de confinement. Nous avons des parents inquiets de la situation et l'inquiétude des parents n'est pas quelque chose de satisfaisant pour des enfants en pleine croissance. Nous avons également eu tous ces problèmes de remplacement qui ont fait que, c'est ce que je disais, là, depuis 5 semaines, on est dans une situation d'enseignement extrêmement partielle. J'ajouterais que la continuité pédagogique vantée par notre ministre n'a jamais été que le miroir aux alouettes, parce qu'il aurait fallu que l'ensemble du système ait les moyens d'assurer cette continuité pédagogique. Sauf que notre ministre ne s'en est pas soucié, pas plus après le premier confinement qu'après les autres. Il a toujours joué le fait qu'il n'y aurait pas de deuxième vague, puis de troisième vague, puis de quatrième vague, et ainsi de suite. Et maintenant, on est dans une situation où le défaut d'anticipation est manifeste et est en train de faire s'écrouler le système. C'est un sentiment partagé par les parents d'élèves. Je vais vous donner la parole à toutes les deux. Qui veut débuter? Madame Ribet, Madame Beaufils? Oui, c'est un sentiment partagé. Effectivement, je reviendrai en abordant la question du secondaire, parce qu'effectivement, on voit les conséquences au niveau des écoles, bien sûr, du primaire, mais on voit aussi les conséquences au niveau du secondaire et des classes qui préparent les examens. Je pense en particulier à la troisième, à la première et à la terminale, et aussi à l'enseignement professionnel. Et donc, on voit quand même qu'il y a une énorme désorganisation des cours ces dernières semaines, en particulier depuis la rentrée de janvier. Évidemment, la continuité pédagogique, je suis parfaitement d'accord. Elle ne se fait qu'à la mesure des cours qui sont envoyés aux élèves, comme quand n'importe quel élève est malade de n'importe quelle maladie. Voilà, il n'y a pas de continuité pédagogique plus que ça. Donc effectivement, ça veut dire que l'élève rattrape à la maison, recopie ses cours, mais ne bénéficie pas de l'apport du professeur, qui n'est pas évidemment en mesure de faire cours à la fois en distanciel et à la fois en présentiel. Donc là aussi, la communication ministérielle touche à ses limites. Les parents sont très inquiets de ce point de vue-là, de ce qui se passe ces derniers temps. Et je suis aussi sur la même longueur d'onde sur la question de la continuité de l'ouverture des classes. Où on est évidemment, je pense que tout le monde est favorable à l'ouverture des écoles, mais dans quelles conditions? Donc là, on a derrière une question de moyens qui ne permet pas que l'objectif soit atteint. Par ailleurs, je voudrais aussi soulever la question de l'articulation de l'ensemble de la crise sanitaire. C'est difficile pour les parents d'entendre que c'est à eux de prendre en charge les tests, que c'est les acteurs sur le terrain qui doivent se faire leur affaire de l'ensemble du protocole, alors qu'on voit qu'au niveau collectif, il n'y a pas de prise en compte, il n'y a pas de moyen qui est mis en œuvre. Donc, en fait, on se retrouve à une gestion
qui est dévolue aux individus et non pas à la collectivité, alors qu'il faudrait que ce soit équitablement réparti pour que les individus se sentent quand même dans leur effort soutenus par la collectivité. Et là, je pense qu'effectivement, il y a un déséquilibre qui fait que la machine ne peut pas continuer dans cet état-là. Madame Beaufils, est-ce que vous souhaitez apporter le point de vue de la FCPE, rajouter quelque chose ? Oui, je dirais que la FCPE a toujours voulu garder les écoles ouvertes. On y tient, c'est très important pour la FCPE, pour l'organisation des parents également. Et puis, on a encore des protocoles. C'est quand même incroyable que des protocoles sont mis en place sans tenir compte des difficultés qu'il y a sur le terrain. Des autotests inexistants, parcours du combattant pour faire un test, une queue de 1h30, 2h devant un laboratoire ou une pharmacie, pas plus tard qu'hier, les gens sont dehors en plein froid, c'est juste inadmissible. Monsieur Mesure, je vais terminer avec vous. Donc, le mouvement du 13 janvier devrait être très suivi selon les premières estimations que votre syndicat a données. J'imagine que l'intersyndicale se donne la possibilité de continuer le mouvement ensuite. Écoutez, on va essayer de voir si on peut avoir un interlocuteur raisonnable en face de nous, ce qui n'est pas le cas actuellement. Et puis, ça dépendra aussi de l'évolution de la situation. L'objectif, ça n'est pas de fermer les écoles et de mettre l'ensemble de la société en difficulté. L'objectif, c'est d'arriver à des conditions de travail pour tous les membres de la communauté éducative qui soient autant que possible congruents et compatibles avec la situation. Pour l'instant, ça n'est pas le cas. Il n'y a pas de dialogue. Je rappellerai simplement que les collègues ont appris en téléchargeant ou en payant l'article du Parisien libéré dimanche soir 2 décembre ce que serait le protocole du lendemain. Notre ministre, si on veut savoir ce qu'il pense et ce qu'il souhaite mettre en place, on a plus de chance en écoutant BFM TV ou en regardant les articles de journaux que en regardant notre messagerie professionnelle. Cela doit cesser et nous devons pouvoir avoir un dialogue constructif avec les parents, les collectivités locales qui sont très impliquées dans ce parcours-là et de façon à ce qu'on puisse faire au mieux dans les circonstances actuelles. Mais encore faut-il, là encore je le répète, qu'il n'y ait pas un déni systématique de la réalité. Je vous propose que nous concluons sur ces mots ce 7-8 Société. Merci à nos invités de s'être rendus disponibles. Merci aux téléspectateurs de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau temps de discussion. Et bien sûr, d'ici là, prenez soin de vous.